Bonjour et bienvenue donc dans cette deuxième conférence en cycle démocratie et droits de l'homme qui est mise en commun avec le Conseil de l'Europe dans le cadre des débats ouverts. Nous avons voulu associer nos publics dans le partage d'une réflexion commune. Je salue donc nos publics rassemblés, élus, fonctionnaires européens ou membres du Conseil de l'Europe, urbanistes, universitaires, socioprofessionnels du développement, citoyens et différents publics impliqués ou intéressés par ces enjeux. L'ADU cherche par ses rencontres à éclairer des questions d'actualité que son programme de travail ne lui permet pas toujours d'approfondir directement et qui apparaissent pourtant en filigrane comme essentielles, des questions qui méritent d'être partagées et débattues car fondatrices de choix de politique publique. Dans ce cadre, nous avons proposé cette année un cycle sur l'énergie en partenariat avec l'ADEME, questions à la fois techniques, politiques, sociétales posées à chacun d'entre nous. Et je profite de ce moment pour vous annoncer le démarrage dans 15 jours, en partenariat avec le port autonome de Strasbourg et l'ENSAS, du cycle sur les ports, outils de la puissance économique et industrielle appartenant à un univers mondialisé, aux portes de la ville, et fonctionnant étroitement avec elle. Vous avez ainsi l'habitude d'entendre les intervenants de nos rencontres traiter de problématiques d'organisation et de développement des territoires sous un angle qui facilite le fait de penser l'action publique en tenant compte de nouveaux risques et d'horizons ouverts. Ce cycle démocratie et droits de l'homme est positionné différemment. Il intervient juste en amont, interrogeant nos cadres implicites et quelquefois impensés de l'action publique. Ce sont donc nos références mêmes que nous questionnons, car ces références pourraient être empreintes d'autre chose, de méta-références ou d'idéologie peut-être, qui au fond nous emprisonnent tant qu'elles ne sont pas exposées à la lumière. Philippe Breton nous a, lors de la première conférence de ce cycle, ébranlé sur le lien entre l'être humain, sa façon d'habiter et la démocratie, montrant l'influence des stimuli de la ville sur la création d'un fort intérieur pour chaque personne et de la nécessité du fort intérieur pour un fonctionnement démocratique capable de peser dans ce silence intérieur le pour et le contre. La place de la communication et de la métropolisation, comme des bouleversements en cours de nos valeurs et de nos comportements, relève peut-être de mutations anthropologiques. Aujourd'hui, pour la deuxième conférence de ce cycle, nous questionnons nos références sur le lien au sein de notre société, la place de chacun d'entre nous, telles qu'elles influent sur l'idée que nous avons de la démocratie et des droits de l'homme, sur l'idée que nous avons de ce qui est acceptable. Le genre en est évidemment une entrée clé. Nous avons tellement l'habitude, hommes et femmes, de vivre dans notre espace sociétal, notre espace physique de l'urbain, tel qu'il est aujourd'hui, que nous avons du mal à les vivre avec recul. Cette question est à la fois tellement intime et tellement publique, tellement partagée sans pour autant être dite, malgré de nombreux travaux, tant au niveau international que français. Savons-nous détecter les effets de genre quand nous traversons un espace public ou un rayon de supermarché, une rue de village ou nos parkings souterrains, ou encore quand nous choisissons la destination de nos études ou de nos vacances? Y avons-nous seulement déjà pensé? Avons-nous observé quelle part de culture, de contrainte, de domination, d'émancipation, de libération, quel compromis de chacune et chacun dans la société et la vie telle qu'elle est? La question est à la fois urbaine, spatiale, sociale, sociétale et bien sûr politique. Et pour Strasbourg, capitale européenne, l'égalité entre les femmes et les hommes est un droit fondamental à promouvoir et à faire respecter. Cette réflexion est activement portée au sein de la municipalité de Strasbourg par ma collègue que je salue, Miné Gounbaye, conseillère municipale déléguée aux droits des femmes et à l'égalité des genres. Je la salue ici ce soir et je salue par là même son action menée sans relâche, difficile, qu'elle mène au sein de l'administration et plus largement afin de développer au sein de notre cité une culture de l'égalité grâce aux initiatives initiées depuis maintenant 5 ans. Je remercie Mme Sylvette Denefle d'avoir accepté de nous présenter son expérience et ses travaux, après avoir enseigné dans différentes universités de France et à l'étranger. Mme Denefle est aujourd'hui professeure de sociologie à l'université François Rabelais à Tours. Vous avez dirigé, Madame, l'école doctorale Sciences de l'homme et de la société, puis la Maison des sciences de l'homme de Tours. Et vos recherches sont au croisement des études urbaines et des études sur le genre et nous ont semblé d'une grande pertinence pour éclairer ce soir nos réflexions. Comment dans notre agglomération, dans notre région transfrontalière, pouvons-nous penser, grâce à vos travaux,
la question du genre dans l'organisation des territoires et leur développement. Il est relativement de sens commun maintenant d'entendre parler du genre et de se préoccuper de l'égalité entre les hommes et les femmes. Cependant, il faut savoir que cette problématique qui a une allure un petit peu de mode ou de discours politiquement correct à l'heure actuelle, fait l'objet de réflexions depuis un assez grand nombre d'années et d'études spécifiques. C'est un champ scientifique à part entière. C'est une chose assez importante à noter parce qu'il y a toujours un décalage entre l'usage qu'on peut avoir de la terminologie dans la vie de tous les jours et les acceptions scientifiques qu'on en a. Donc, je travaille depuis une quinzaine d'années maintenant sur à la fois les études sur le genre et les études urbaines. J'y suis venue pour ce qui me concerne à travers des réflexions sur les systèmes idéologiques et politiques, euh, à travers l'idée de la ville plutôt dans sa dimension évidemment sociale, émancipatrice et porteuse de progrès, et les études sur le genre qui s'appelait à peine études sur le genre dans ces années-là, mais encore, nous disions en sociologie, rapports sociaux de sexe. Euh, qui portaient elles aussi une idée d'émancipation, de progrès, d'égalité, donc dans un système idéologique qui est celui de la modernité, dont, à mon sens, mais pas combien, l'apogée est au milieu du XXe siècle, et dont je ne suis pas très sûre qu'il continue à progresser. Donc, les études sur le genre démarrent, je reviens un petit peu plus loin dans mon PowerPoint, démarrent juste après la Seconde Guerre mondiale et prennent une place relativement importante en France à partir des années 80. Importante mais marginale, importante pour les œuvres qui sont faites, mais marginale dans l'institution. Notre système académique n'accepte pas les études pluridisciplinaires. Et donc les études sur le genre et les études urbaines pâtissent de cette forme d'ostracisme envers l'interdisciplinarité qu'on nous chante sur tous les tons, mais dont l'institution ne veut pas reconnaître le fondement. Et donc c'est quelque chose qui m'intéresse bien, que cette transversalité disciplinaire, aussi bien dans un champ que dans l'autre. Ce qui est intéressant également et qui croise ces deux univers, c'est la très forte implication politique du moindre résultat qui apparaît dans ce champ. Je dis politique au sens large, ça peut être au sens politicien aussi, mais au sens large, parce que dès qu'on dérange quelque chose dans l'ordre des rapports sociaux entre les hommes et les femmes, on dérange beaucoup dans l'ordre social, donc les réactions sont très violentes, on en a des exemples très nombreux, mais dans ce qui concerne les études urbaines aussi, dès qu'on touche quelque chose dans la dimension spatiale ou dans l'aménagement des lieux, on déplace des choses dans l'ordre social et les retours en termes de mal-être social ou au contraire des retours positifs sont immédiats et assez brutaux et importants. Et tout ça fait donc l'objet de positions politiques qui sont celles à la fois de toutes les personnes et bien sûr de ceux qui nous représentent dans le champ politique. Alors ces deux champs ont aussi, comme je l'ai noté ici, sont porteurs d'impensés extrêmement importants. Et parmi ces impensés, il y a tout ce qui concerne les assignations identitaires de sexe pour ce qui est les études sur le genre. Penser le genre, c'est remettre en question pratiquement la totalité des choses qu'on fait, non pas pour les faire différemment, mais pour les repenser différemment. Ça va évidemment de la façon dont vous vous tenez assis, dont vous habillez, jusqu'à des prises de position sur je ne sais pas quoi, la place des femmes en politique ou bien les structures familiales qu'on doit ou non mettre en place. Donc c'est les assignations identitaires de sexe, c'est ce qu'on appelle le genre, la construction sociale de l'identité de sexe, c'est ce qu'on appelle le genre, est un impensé
très grand, puisqu'on a le sentiment, et c'est même un des problèmes importants, que c'est naturel, et donc on le sait depuis tout le temps, depuis qu'on est né, une fille ou un garçon. Or, ça n'est pas ça du tout. Nous vivons à l'intérieur d'un modèle social depuis qu'on est né et qu'on a décidé qu'on est une fille ou un garçon. Je dis décidé parce que certaines personnes sont mal à l'aise avec cette décision. Mais on est bien à l'intérieur d'un modèle et non dans quelque chose qui a référence à la biologie ou à la nature. Pour l'habiter, eh bien, c'est un peu la même chose. J'utilise ce terme habiter au sens très large, évidemment, de l'occupation des lieux qui vont du logement à la ville et même à la région ou au pays. On habite la France, comme vous le savez, peut-être même l'Europe et bien d'autres choses. Mais je prends ce terme avec une acception très large. Et l'habiter, c'est une utilisation de l'espace qui entrecroise de façon constante et nécessaire pratiquement toutes les dimensions de l'organisation sociale. C'est à travers sa façon d'habiter qu'on va au travail, qu'on est logé, qu'on s'abrite, qu'on s'approvisionne, qu'on rencontre les gens, qu'on construit des réseaux de sociabilité. Et donc, en fait, le social et le spatial interfèrent d'une façon étroite dans une construction sociale et épistémique de à la fois l'espace et la société. Toutes ces choses portent, ces entrecroisements portent les formes, ce que j'ai appelé ici les formes de la vie citoyenne, c'est-à-dire un aspect plus limité de la vie sociale qui est la question de la démocratie représentative, participative, directe ou d'autres formes démocratiques, en tout cas du rapport au pouvoir, du rapport à la gestion des biens, du rapport aux politiques au sens politicien du terme. Et là aussi, cet aspect de la gestion urbaine est à la fois souvent une conséquence et provoque évidemment des réalités nouvelles dans les deux autres ordres de choses dont on parle. La notion de sexe en français a les deux sens, de genre et de sexualité. Plus celui de référent biologique. Donc c'est un mot très compliqué qui pose problème, puisqu'on utilise dans la langue courante le mot sexe au sens de pratique sexuelle, donc de sexualité, mais on l'utilise comme les sociologues disent, comme variable identitaire, et donc avec en général deux valeurs, on est un et deux, un homme ou une femme, en référence à la biologie reproductive, en référence au fait qu'on a des organes naturels biologiques de la reproduction qui sont différents. La notion de sexualité a un rapport évidemment étroit avec celle de sexe, mais évidemment la sexualité ne se limite pas à la reproduction biologique et donc déjà, bien que la terminologie soit floue et utilisée de façon un peu indifférenciée dans la langue courante, on a une orientation d'une lecture des pratiques de la sexualité qui est générée par la bipolarité de la sexuation. On est un homme ou une femme, mais on a une propension très importante à assimiler socialement le couple au couple reproducteur. Donc, avec une idée qu'il y a une naturalité de ces pratiques. La notion de genre, qui est un néologisme pas très commode en français, est radicalement différente de ces notions-là, puisque genre, ça signifie la construction sociale de notre identité de sexe. Et donc, on peut être un homme, et si on a un homme biologique, et si on a toutes les pratiques sociales d'une femme, eh bien, on aura le genre féminin. Ça veut dire que tout le monde, la société, tous les gens qu'on rencontrera, nous considéreront comme une femme. Qu'est-ce que c'est avoir les attributs féminins? Avoir les attributs féminins sociaux, c'est s'habiller d'une certaine façon, parler d'une certaine façon, se coiffer d'une certaine façon, avoir une carrière d'un certain type, etc.
Et ça n'a rien à voir avec notre appartenance biologique du tout. Si je regarde dans la salle pour vous donner un exemple, je ne distingue pas ceux d'entre vous qui sont des hommes et celles d'entre vous qui sont des femmes, parce que je regarde attentivement pour voir qui a des seins et qui n'en a pas. Je reconnais que vous êtes des hommes et des femmes parce que l'ensemble de votre attitude, de la façon de vous vêtir, vous distingue et me fait reconnaître le genre qui est le vôtre, ou en tout cas le genre que vous avez choisi. Et si vous transgressez sur votre genre social, je me laisserai prendre et je considérerai que vous êtes comme quelqu'un qui a le genre de l'autre sexe. Évidemment, évidemment pour les chercheurs, c'est peut-être moins évident pour le grand public, il y a une pluralité de genres. Il n'y a pas que deux genres, il y a une pluralité de genres parce que peut-être à l'intérieur d'une même société, il y a un éventail assez vaste de comportements qui peut faire qu'on se rapproche de celui qui est spécifiquement, typiquement marqué pour être de notre sexe, d'un sexe ou de l'autre sexe. Je ne sais pas quoi, il y a des femmes qui s'habillent avec des talons hauts, des petites jupes et des choses de ce genre. Manifestement, on est dans un modèle très marqué, stéréotypé de femmes, mais il y a aussi beaucoup de femmes qui mettent des jeans, des pulls et qui s'habillent notamment parmi les jeunes d'une façon unisexe. Et là, on a perdu quelque part notre référence de genre. En tout cas, on confond la référence de genre. Ça, c'est à l'intérieur de notre société. C'est peut-être pas parfaitement clair pour tout un chacun qu'il y a des variations à l'intérieur de notre société. Mais quand on regarde dans le temps ou quand on regarde dans d'autres sociétés, eh bien, ce qui est pour nous attribut féminin comme le fait du port de la robe est dans beaucoup d'autres sociétés un attribut masculin. Ce qui est métier de femme dans une culture comme le cas du tissage est extrêmement frappant. Il y a des cultures dans lesquelles il n'y a que les hommes qui tissent et il y a des cultures dans lesquelles il n'y a que les femmes qui tissent. Du coup, si on inverse, si une personne biologiquement déterminée par son sexe inverse son activité sociale, alors son genre change. Donc c'est très c'est un concept très abstrait que celui de genre et il appartient véritablement au monde de la science. Il a l'inconvénient, ce mot, d'être une mauvaise traduction d'un mot anglais avec d'autres sens du mot en français. Et il a surtout maintenant l'inconvénient majeur d'être utilisé par tout le monde à toutes les sauces pour faire politiquement correct, ce qui ne fait qu'ajouter à la confusion générale. Maintenant, tout le monde hésite, il dit « Oh là là, je ne vais pas dire sexe, je vais dire genre, c'est mieux, c'est des hommes et des femmes, ça, genre. » Alors que si je dis femme, par exemple, ça va faire des histoires parce que c'est comme si j'étais déjà engagée dans un mouvement égalitariste ou je ne sais quoi. Donc genre, pourquoi est-ce que genre est venu est venu sur le dessus du panier du politiquement correct? Bien pour les raisons qui sont ensuite dans ma diapositive. Pourquoi est-ce que ça a un rapport avec le féminisme? Étudier la bisexuation ou la pluralité de la sexuation, la reproduction, la famille, etc. Tout le monde a l'air de s'entendre pour dire il y a des hommes et des femmes, c'est l'ensemble de toutes les choses qu'on fait dans la vie, quel rapport ça a avec les femmes, le mouvement féministe, une quelconque revendication qui concernerait ces secteurs. Eh bien, essentiellement parce que depuis qu'on a commencé à étudier la question, on a travaillé sur les positionnements, les pratiques sociales, les rapports au pouvoir, les rapports à l'économique, différenciés selon le sexe, donc des hommes et des femmes. Et depuis qu'on a commencé ces études de sciences sociales, en histoire, en droit, en anthropologie, en sociologie, etc., on a mis en évidence un grand résultat général qui se retrouve pratiquement dans tous les secteurs, qui est que dans l'ordre social, les femmes sont dans des positions inférieures à celles des hommes. Inférieures à celles des hommes, ça ne veut pas dire inférieures en soi, ça veut dire socialement moins valorisées. Le problème est dans la valorisation collective des activités.
Bien entendu, il y a toujours quelqu'un pour dire c'est très important d'élever les enfants, c'est le fondement des sociétés. Donc l'éducation des enfants qui revient dans notre modèle genré aux femmes donne aux femmes un poids important dans la société. Oui, mais tous les métiers qui sont liés à cette activité, qui est bénévole pour quand il s'agit de ses propres enfants et quand elle est salariée, tous les métiers liés à l'enfance sont parmi les métiers les moins bien payés, qui ont les plus mauvaises conditions de travail et le moins de reconnaissance sociale. Et si je prends à l'extrême les métiers de la finance qui sont à écrasante majorité masculins, pour l'unique raison de l'argent, je ne sais pas, du pouvoir, je ne peux pas discuter de la valeur de l'argent, ils sont ceux qui sont survalorisés dans notre société. Donc le problème n'est pas de savoir si c'est plus intéressant, mieux, plus gentil, plus doux et plus satisfaisant pour sa vie de travailler dans un secteur ou dans l'autre. La seule chose qu'on peut regarder, c'est quelle est la position sociale des uns et des autres. Et elle est fortement différenciée en la défaveur des femmes. Donc je fais un peu brutal, hein, je ne vais pas vous faire tout un ensemble de nuances sur ces questions, mais globalement, c'est ces résultats qui sont ressortis. Et quand on regarde l'organisation du travail, quand on regarde la propriété, quand on regarde le politique, quand on regarde les types de métiers exercés, quand on regarde le nombre d'heures travaillées dans la semaine, etc., eh bien, les femmes sont toujours beaucoup moins bien loties que les hommes. Donc il y a un problème qui a été relayé dans l'ordre social par un militantisme qu'on appelle féministe, qui n'est pas de l'ordre de la science, mais qui s'est appuyé sur ces résultats scientifiques qui étaient produits. Évidemment, il y a très fréquemment des chercheurs qui peuvent être à la fois chercheurs et mesurer la réalité comme elle est, et néanmoins aussi être des femmes, par exemple, et donc sensibles à la logique de la discrimination. Ça va me permettre de finir sur les trois termes importants: différence, égalité, discrimination, qui sont ceux qui ont généré l'usage social et politique actuel du mot genre. Alors, tout le monde voit qu'il y a des différences, mais il y a des différences entre les femmes entre elles, entre les hommes entre eux, et des différences, il y en a partout. Il y a des différences entre les jeunes et les vieux, entre les riches et les pauvres, etc. Toutes les différences ne donnent pas lieu à discrimination, et beaucoup sont faux, hein. Ou en tout cas, si les différences donnent fréquemment lieu à discrimination, elles ne donnent pas toujours lieu au même type de discrimination. Ce pas toujours les mêmes qui sont discriminés négativement ou positivement. De temps en temps, c'est mieux d'être jeune. Par exemple, si c'est dans un défilé de mode, c'est beaucoup mieux d'être jeune. Et de temps en temps, c'est beaucoup mieux d'être vieux. Tandis que c'est jamais bien d'être une femme. Et donc, il y a un problème dans l'ordre social du positionnement dans un système hiérarchique de valeurs autour de la question du genre. Je fais aussi rapide, bien sûr que nos sociétés tendent à être égalitaires. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que nos sociétés tendent à être égalitaires ? C'est une question difficile, la question de l'égalité. C'est une question qu'on est en train de malaxer et de modifier dans les sociétés occidentales à l'heure actuelle. On peut dire que l'apogée de cette notion d'égalité, c'est l'apogée de la modernité. C'est-à-dire qu'en droit, on est égaux. Et donc, qu'est-ce qui légitime, qu'est-ce qui fait qu'on reconnaît les égaux entre eux ? Dans la modernité, c'est seulement notre capacité à penser, notre capacité à raisonner. Et l'égalité a du mal à se mettre en place entre les hommes et les femmes, parce qu'il a été simple de dire que les femmes n'étaient pas en capacité de raisonner. Et donc, tant qu'on n'a pas reconnu aux femmes la capacité de raisonner comme un être humain à part entière, on était en société inégalitaire. Et vous savez probablement aussi bien que moi que le droit de vote pour les femmes a été retoqué un très grand nombre de fois devant notre Parlement, au seul vu que les femmes ne sont pas capables de penser. Donc, l'égalité, on est tous des êtres humains, mais bon, on est plus ou moins égaux. Vous savez aussi qu'en droit, on est égaux, mais que selon le nombre d'euros que vous avez dans votre poche, vous allez être plus ou moins égal aux autres, et vos droits vont s'appliquer d'une façon plus ou moins variable. Donc la notion de différence, la notion d'égalité sont des notions compliquées
euh, pour lesquels l'ensemble social a une palette très grande d'utilisation. La notion de discrimination, elle, est une notion qui est plus facile à manipuler parce qu'elle est plus immédiatement liée au droit écrit. Et donc il y a discrimination lorsqu'on a un droit, ce droit est spolié. Et donc, si on s'arc-boute sur une notion très égalitaire de l'égalité, il va y avoir très rapidement des discriminations. Si on a une idée très juridique de l'égalité, eh bien, on va pouvoir voir à quel endroit se trouvent les discriminations. Et on a maintenant une idée, on a surtout une idée politique évidemment de l'égalité et des droits que nous avons les uns et les autres. Et donc la logique de discrimination va être une logique politique. Et donc dans les années d'après-guerre, au milieu du XXe siècle, où on est en forte montée égalitariste, où les femmes entrent dans le monde du travail, où l'école est ouverte plus démocratiquement et en particulier aux filles, où les filles prennent le pas sur les garçons dans le système scolaire, etc. L'ensemble social ne s'inscrit pas dans des logiques de discrimination. Et plus la situation économique, plus la situation d'emploi, plus la situation de difficulté sociale s'accroît, et plus on va voir apparaître un discours politique lié aux discriminations. Il y en a qui arrivent moins bien que les autres. Pourquoi et comment la politique peut intervenir? Est-ce qu'il y a ou non des discriminations? L'ensemble social a rajouté une couche à cet intéressant problème à travers ce qu'on appelle maintenant le développement durable. Le développement durable, ça a longtemps été dans notre pays un truc dont personne ne comprenait le sens, mais bon, on commençait à parler de ce truc-là et ça avait l'air obligatoire. Je parle non pas du Moyen-Âge, mais du début des années 90. Et puis, quelqu'un s'est avisé de voir qu'il y avait 3 dimensions à ce truc, une dimension environnementale, une dimension économique et une dimension sociale. Alors là, on est tombé de notre chaise. La dimension environnementale, tout le monde comprenait, enfin, ou pensait avoir compris ce que ça pouvait être. La dimension économique, compte tenu des crises que nous connaissons, tout le monde, en tout cas, croyait faire quelque chose qui avait rapport avec ça. Mais alors, la dimension sociale, là, vraiment, personne suivait très bien. Fort heureusement, on a suppléé à cette incompréhension la notion de cohésion sociale, la notion de lutte contre les discriminations et donc des formes de politique égalitariste, de correction de tout ce qui ne marchait pas bien. Et maintenant, on a l'idée que le développement durable, c'est effectivement dans l'ordre social quelque chose qui va tendre à des sociétés plus équilibrées, à des rapports sociaux plus justes, à un système plus égalitaire. Et donc, on est très content, on pense qu'on a compris quelque chose et on s'est lancé assez systématiquement dans des politiques de lutte contre les discriminations qu'on inscrit très généreusement dans les logiques de développement durable. Du coup, comme maintenant vous avez vu comme moi qu'il n'y en a plus que pour le développement durable, tout le monde y va de son utilisation du terme discrimination. Et quand on cherche dans l'ordre social où il y a des discriminations, à un moment ou à un autre, on rencontre les discriminations suivant le genre. Donc c'est la raison pour laquelle, à la fois on utilise souvent un peu n'importe comment tous ces termes, et pour laquelle maintenant il y a un intérêt à regarder ces questions de genre, parce que c'est lié aux politiques publiques, c'est lié aux choix égalitaristes qu'on fait, c'est lié à une volonté tout à fait louable de vouloir mettre en place des systèmes équilibrés avec des balances de justice, etc. Et ces politiques-là sont, entre autres choses, très fortement poussées, influencées par les politiques européennes qui les revendiquent sans cesse, voire qui les financent de façon importante. Et donc ça fait sens, ça fait écho, alors que le problème des discriminations lorsqu'il s'agit de savoir comment se répartit le travail domestique intéresse relativement peu de gens. Lorsqu'il s'agit du développement durable, ça vaudra peut-être la peine de s'y pencher. Donc, sur la question dont je traite aujourd'hui, qui est celle de la spatialisation, et que j'indique ici de façon un peu brusque, en posant la question de savoir est-ce que dans la ville,
on va pouvoir repérer quelque chose qui concerne tous ces vastes problèmes. Mais comme j'ai introduit subrepticement l'idée du développement durable, de la cohésion sociale et des politiques publiques, vous voyez qu'on se rapproche étrangement des politiques qui sont menées dans le champ urbain. Et ce qui est très frappant et intéressant, c'est de voir qu'à la réponse à la question la ville est-elle sexuée, voilà, les gens vraiment se creusent la tête et disent c'est quoi ce truc? La ville, c'est des transports, c'est des routes, c'est des immeubles, c'est des équipements, c'est des services. Bon, les gens qui se donnent beaucoup de mal pour mettre en place tout ça le font pour des ménages, pour de la population, pour tout le monde. Euh, Qu'est-ce que c'est que cette lubie de féministe de poser la question? Donc vous voyez comment se font les retournements sur des choses qui, alors soit dit de façon claire aussi, les spécialistes des études sur le genre, les spécialistes des études sur les femmes et les mouvements féministes n'ont pas plus de perception qu'il y ait un problème spécifique et intéressant dans la ville que les autres gens. Non, ça n'est pas une revendication spécifique que celle d'une égalité en ville. Tout le monde a le sentiment que la ville est un lieu, un ensemble de lieux, un espace, une sorte d'espace, un ensemble de services, et qu'il n'y a pas, a priori, de route pour les hommes et pour les femmes. On ne marche pas sur le trottoir de gauche quand on est une femme, celui de droite quand on est un homme, etc. Donc on n'a pas le sentiment de la sexuation de ces questions. Donc il y a maintenant une bonne quinzaine d'années que je travaille sur ce croisement. Et lorsque j'ai commencé, il n'y avait guère que Geneviève Coutras qui depuis quelques années s'intéressait à cette question. Et nous passions vraiment pour des personnes totalement obnubilés par notre affaire de discrimination des rapports sociaux de sexe, et c'était chercher là où il n'y avait pas de problème à voir si on ne pourrait pas en trouver un. Et pourtant, si on considère comme la plupart des gens qui travaillent dans les études urbaines maintenant le considèrent, que les lieux, l'espace, toutes les formes de paysage, nature, rapport au monde extérieur sont en grande partie des construits sociaux, eh bien on va être obligé d'admettre l'idée que ces construits sociaux reflètent les sociétés qui les produisent. Et dans les sociétés du petit nombre, on ne produit pas des tours de 100 étages, il y a peut-être quelques raisons structurelles au moins autant qu'économique. Et si dans les sociétés plus égalitaires, on ne répartit pas les quartiers de la façon dont on le fait dans les villes occidentales, c'est aussi parce que ça reflète un positionnement de l'ensemble social, un système axiologique, un partage de systèmes de valeurs qui est différent des nôtres. Et donc nous sommes tout à fait capables de reconnaître sur des photos des villes du monde rural, des agglomérations du monde rural ou des agglomérations des pays à système financier très évolué. Et les formes, là je parle de formes architecturales ou de formes urbaines, reflètent dans ce qu'elles ont de plus, dans l'esthétique même, dans ce qu'elles ont de plus géométrique, des formes d'organisation sociale. Bien sûr, tout le monde le sait pour les tours, c'est un merveilleux exemple, puisque avec la logique de développement durable qui revient maintenant, revient celle de la densification urbaine, et on se dit, ah oui, mais ça c'est très bien, la densification urbaine, les tours, ça répond tout à fait à cette bonne idée. Oui, mais les tours, c'est surtout des tours de bureaux, c'est surtout des tours portées par des systèmes financiers très importants, et c'est une représentation de ces pouvoirs masculins-là qui est pratiquement à l'identique, si je me permettais de dire ça. Donc, c'est cette interrogation-là sur laquelle je me suis penchée depuis maintenant assez longtemps, de lire les valeurs d'une société à travers la production, les productions urbaines, et d'essayer de voir dans la ville les impensés qui concernent le genre. Donc, quand on regarde
avec des lunettes du genre, dans la perspective du genre, la ville, eh bien, on se met à y voir les choses qu'on n'y voyait pas avant, des formes de discrimination invisibles, des rapports de domination, des formes économiques, des formes politiques qu'on ne percevait pas de cette façon-là avant. De la même façon, quand on regarde la ville fonctionne comme une espèce de dimension très grande des rapports interindividuels. Et donc, c'est un miroir grossissant des rapports qui peuvent exister de discrimination, on va dire, pour faire court. Alors, la question de ce croisement, donc il y a un intérêt sur ces questions, au moins pour quelques chercheurs, depuis la fin des années 90, mais pas seulement, puisque c'est de ces années-là que datent aussi les politiques du temps qui ont été mises en place par les villes italiennes dans les années 90. J'imagine que vous en avez tous entendu parler. C'est un truc qui s'était relativement bien exporté, donc tout le monde ici ou là a essayé de faire des politiques du temps pour chaque ville. Bon, je vous en reparlerai si ça vous intéresse. Puis, il y a eu dans les années 2000 une incitation européenne très forte de financement pour promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes, et donc dans toutes les dimensions, y compris dans toutes les politiques publiques. Donc pour l'accès au travail, mais du coup pour l'accès au logement, pour l'accès au transport, etc. Et le croisement se resserre sur ce qui peut intéresser ces deux ensembles de problématiques. J'ai évoqué la question du développement durable. Je n'insiste pas, ce que j'appelle un fait d'entraînement dans la période actuelle, c'est comment est-ce que je pourrais dire l'inquiétude sociale et politique qui se fait jour sur toutes les questions environnementales, de durabilité, etc., dont il est qui est certainement porté par des difficultés spécifiques, mais qui est aussi porté par un fait d'entraînement médiatique. Alors c'est une question qui a été prise en charge par les élus, par les décideurs, par un certain nombre d'experts. Après les années 2000, après 2000, enfin au tournant du 21e siècle, il y a quelques villes qui ont commencé à se préoccuper des questions de discrimination, des questions de développement durable, de la cohésion sociale, souvent à travers les problèmes de la politique de la ville. Je vous rappelle que les problèmes de la politique de la ville, ils deviennent ils sont sensibles à partir de la fin des années 70, ils deviennent objet d'une politique publique récurrente à partir des années 80. Et dans la politique de la ville, ce qui va ressortir toujours, c'est la notion d'insertion, d'intégration, d'homogénéisation. Or, ça passe dans le consensus politique à travers la lutte contre les discriminations. Donc cette sensibilité-là, elle est largement relayée par les politiques urbaines. Alors, je cite quelques villes ici. Je ne cite pas toutes les villes. Il y a des villes des villes moyennes qui s'intéressent aussi à ces questions, qui sont parmi ceux qui, les premiers, s'intéressent à ces questions. Il faut savoir que, si je prends par exemple Paris ou Lyon, qui sont des villes qui ont des moyens importants par rapport à d'autres communautés réalité territoriale, mais ce ne sont pas nécessairement les villes qui ont une dynamique très importante sur ces secteurs. Paris, c'est assez intéressant parce que ça fait partie des villes qui a un service un service qui prend en compte les questions du genre dans la ville depuis longtemps, au moins plus de 10 ans, et ce service reste un service extrêmement mineur, un service peu influent, un service peu écouté. Donc au moment où on a besoin de montrer que, ah oui, on fait une politique égalitaire, alors on dit, ah regardez, on a un service. Et quand il s'agit de faire des opérations spécifiques qui pourraient être des opérations qui changent quelque chose, on oublie que la question se pose. Et Paris est très emblématique de ce type de comportement-là. Ce qui fait qu'à Paris, les choses les plus intéressantes à mon sens sont plutôt faites
les milieux associatifs ou dans les mairies d'arrondissement que ça n'est fait par la municipalité en général. Mais c'est vrai pour toutes les grandes villes. Les grandes villes ne portent pas beaucoup ces logiques-là. Parfois, comme peut être assez intéressant à regarder aussi, cette logique d'insertion, lutte contre les discriminations, cohésion sociale, etc., sera portée plutôt par des politiques de gauche que par des politiques de droite. On peut avoir des territoires, c'est le cas de Bordeaux, où la ville-centre, qui est politiquement à droite, ne s'intéresse pas beaucoup à cette question et où l'agglomération, les villes de l'agglomération, qui sont une couronne de gauche autour, ont au contraire investi cette politique. Donc du coup, si on regarde globalement Bordeaux sans regarder exactement où sont les frontières communales, eh bien, on peut avoir le sentiment que pas mal de choses se font à Bordeaux. Et on va retrouver ces réalités-là qui ne font que montrer que la dimension du genre interfère très forte avec les formes de politique publique et en particulier de politique publique urbaine qu'on met en œuvre, et donc ça va recroiser toutes les dimensions de la société, y compris le politique au sens politicien du terme. Alors, j'ai dit tout à l'heure, et je le redis, l'influence de l'Europe sur ces questions, ça me paraît tout à fait décisif dans l'ordre de la recherche en tout cas, parce l'Europe a débloqué des financements en recherche assez importants sur ces questions à partir des années 2000. Et donc, on a une politique systématique de développement des recherches sur le genre, avec une visée de lutte contre les discriminations à partir des années 2000, un peu avant, mais qui utilise le ressort essentiel qui est celui des finances. Et donc, de la même façon, l'Europe va surfinancer un peu tous les projets pour autant qu'ils soient équilibrés du point de vue du genre. Et donc, ça traverse tout l'ensemble de tout le champ politique des financements européens. Ah mince, ça devient important. Si on peut récupérer quelques centaines de milliers d'euros de plus sur le projet machin parce qu'on fait équilibrer sur le genre, tiens, on pourrait peut-être essayer de faire équilibrer sur le genre. Je dis avec ironie parce qu'il faut savoir que c'est vraiment un moteur et un moteur... comment je dirais, je vais dire de façon euphémisante, d'une très grande ambiguïté. Parce qu'un peu comme je viens de le dire pour les grandes villes et leur rapport à ces politiques, on a la même chose dans leur rapport à l'argent. Si on a réussi à monter le projet et qu'on a l'argent, ben après, ce qu'on va faire, on verra, quoi. Je vous ai indiqué ici, je pense que vous avez eu le temps de le lire, je vous en reparlerai. Les réseaux de lobbying, bien sûr, jouent un rôle important aussi à partir des années 2000. Je vous en cite ici beaucoup. Par exemple, Urban Women, qui est le réseau de l'ONU, il faut savoir qu'il n'y a que 3 ans qu'il existe. Hein. C'est aussi pour vous dire que ces choses, bon, on n'est pas très en avance, mais on n'est pas plus en retard que les autres non plus. J'ai essayé de dire des choses un petit peu plus concrètes, donc je vais regarder maintenant dans les politiques urbaines où est-ce que la dimension du genre peut interférer. Donc je vous en décliner tout un tas. S'il y en a dans le tas qui vous intéresse plus ou moins, vous me poserez des questions, puis je pourrai développer. Mais c'est pour répondre à la question est-ce que la ville est sexuée, est-ce que ça a un intérêt à regarder la dimension du genre quand on fait des politiques publiques urbaines, et bien vous allez voir qu'il y a dans tous ces champs-là un intérêt très immédiat. Et quand on se demande ah oui, qu'est-ce que je pourrais faire, ben le nombre d'actions qui peuvent être menées sont très grands. Donc maintenant je vais essayer de vous décrire, vous dire rapidement. L'accès au logement. Eh bien l'accès au logement, pour une fois, c'est un truc qui est plus favorable aux femmes qu'aux hommes. Dans notre société, on loge les familles. Donc on loge d'abord les femmes et les enfants. Les hommes sont plus ou moins, je fais brutal, hein, mais les hommes sont plus ou moins hébergés par les femmes dans notre organisation sociale. C'est la raison pour laquelle ils sont plus que les femmes à la rue, parce que notre société tolère bien, pas trop mal, que les hommes soient à la rue, alors qu'elle tolère très mal que les femmes le soient. Non pas parce que c'est des femmes, mais parce que potentiellement elles ont des enfants. Et donc c'est la structure familiale que nous n'acceptons pas hors du logement. Oui, mais l'accès à la propriété du logement est de façon écrasante masculine.
Si le logement social va être dévolu d'abord à des femmes en situation de monoparentalité par rapport à des hommes en situation de pauvreté, quand on regarde à l'autre bout de l'échelle sociale, l'accès à la propriété est de façon écrasante masculine dans notre pays. Et on a très souvent l'impression que ce sont les familles qui achètent des logements, donc on a l'impression de l'égalité, mais quand on regarde qui a signé et qui est propriétaire et qu'on fait des décomptes, eh bien on trouve un système très inégalitaire. Exactement comme on ne fabrique pas un tramway pour les hommes et les femmes, et quand on regarde comment on les utilise, on s'aperçoit que certains les utilisent plus que d'autres. C'est la même chose dans l'accès au logement et dans ce double système, si vous voulez, de la discrimination qui est en général, on a moins de choses, mais si, comme pour le logement, on en a plus quand on est une femme, eh bien, quand on regarde qualitativement, on se retrouve dans la mauvaise case, dans la case la plus défavorisée. Le vieillissement de la population et l'accès au logement, les formes de logement, c'est un problème démographique, j'imagine que vous l'avez regardé, c'est un problème qui est souvent évoqué, qui modifie assez sensiblement qui a des effets spatiaux importants, donc qui modifie sensiblement les politiques publiques qui sont menées. Je ne vais pas m'y étendre, mais je vous dis, c'est encore un de ces secteurs où les femmes sont très avantagées, puisque les femmes vivent beaucoup plus âgées que les hommes. Sur la question architecturale, je voudrais juste dire, parce que c'est une chose assez amusante et que chacun peut expérimenter, qu'on fabrique des logements types. C'est très difficile de casser la logique du logement type. Et on fabrique des logements types qui sont des logements qui reflètent notre organisation hétérosexuelle, familiale, la plus traditionnelle. Le fait d'avoir une chambre des parents, c'est vraiment une idée qu'il y a des parents. Et qu'il y a une chambre pour les enfants avec une différence de taille, de salle de bain, de dressing et je ne sais pas quoi. C'est un modèle d'organisation familiale qu'on projette dans l'espace. Et c'est un modèle qui ne marche pas pour les familles monoparentales. C'est très intéressant quand on enquête pour savoir comment les familles monoparentales utilisent les logements types qu'évidemment elles ont parce qu'il n'y en a pas d'autres, eh bien la notion de chambre des parents n'a plus de sens et généralement ça devient le lieu où on regarde la télévision ensemble et pas le lieu de l'intimité, de la reproduction comme c'est censé être dans notre modèle. Donc, casser ce modèle-là est une chose très difficile. Il y a un consensus économique, technique, d'expertise politique très fort, et donc on continue à faire toujours les mêmes logements comme si ça correspondait à la façon dont on vit. Il y a des formes alternatives d'habitat, je n'ai pas le temps de parler de toutes les choses, et puis aussi des politiques de logement d'urgence qui sont assez différents selon les hommes et les femmes. Sur la question des mobilités, ici je ne crois pas avoir parlé des mobilités résidentielles, mais il faut savoir aussi que l'influence de l'organisation familiale sur les mobilités résidentielles est très grande. Et de la même façon que ce sont les femmes qui sont logées, c'est très souvent les femmes qui déterminent le lieu où on va habiter, pour toutes sortes de raisons. Qui vont être dites comme la proximité des écoles ou que ce soit un quartier de meilleure réputation, justement pour que les enfants aient dans de meilleures écoles ou que ce soit plus facile pour les commerces, etc. L'invocation des raisons de la différenciation des quartiers dans la ville est presque toujours liée à une argumentation familialiste. Mais c'est hypocrite. On ne veut pas seulement habiter dans un quartier bien considéré, dans un bon quartier de la ville pour que les choses soient plus pratiques. On veut aussi y habiter par promotion sociale. Le logement, le quartier, la ville sont des lieux de promotion sociale et de pouvoir hiérarchique important. Et donc, on les actualise à travers ces réalités avec des différences assez importantes là aussi, entre les catégories sociales, mais aussi entre les sexes. Sur la mobilité, les horaires adaptés, ça a été vraiment un des thèmes des politiques du temps
des villes et les horaires adaptés pour les transports, les horaires des services adaptés, vous savez, lutter contre ce truc qui consiste à sortir de son travail pour se précipiter à aller dans telle et telle administration, plus aller chercher les enfants à l'école, plus aller faire les commerces, etc. Et que tout soit ouvert au bon moment en même temps. Bon, c'était cette logique-là qui a été promue par les villes italiennes et qui a un intérêt assez grand, qui se heurte à toutes sortes de difficultés dans les politiques publiques. L'accès à la ville est très différencié aussi, bien sûr selon les catégories sociales, mais selon le sexe. Et il y a des lieux de femmes et des lieux d'hommes. Et puis c'est très facile de dire que si vous allez à la sortie d'un match de foot ou si vous allez à la sortie d'une école, c'est comme si le monde se divisait en deux. Sans que personne n'ait rien fait pour que ce soit comme ça, ben, si quelque part quelqu'un a probablement pas fait quelque chose pour que ce soit comme ça. C'est ça que nous apprend à lire la perspective de genre quand on regarde la ville. J'ai mis le vélo. Le vélo, c'est intéressant parce que il y a une familiarité plus grande pour les hommes que pour les femmes à faire du vélo, notamment dans d'autres cultures que la nôtre. Et pour les populations migrantes ou les populations en difficulté, c'est très fréquent que les femmes ne fassent pas de vélo parce que il y a tout un tas de connotations sur le vélo, de la connotation sexuelle au fait qu'il faut être plus découvert, etc., et qui interdisent le vélo à tout un ensemble de femmes. Apprendre à faire du vélo, c'est aussi avoir la possibilité de partir un peu plus loin que sa maison, et donc il y a un enjeu très fort autour du vélo qui fait qu'il y a pas mal d'actions dans les quartiers qui sont menées par des centres sociaux sur l'apprentissage du vélo pour des femmes adultes, qui est une espèce de voie vers la liberté. J'ai parlé des surmobilités locales. Dans un certain nombre de villes, comme Montréal a été pionnière de ces activités-là. Pour les questions de sécurité, on a organisé des promenades féministes qui étaient des façons de lire la ville en termes sécuritaires ou en termes de ce que les anglo-saxons appellent women-friendly. La gestion des espaces publics, le rapport entre espace public et espace privé, l'organisation des zones de loisirs, les équipements sportifs, les services de proximité, les aménagements urbains. Voilà tout un ensemble de pratiques qui sont celles ordinaires des politiques urbaines et qui ont le sentiment, lorsqu'elles sont mises en œuvre, en tout cas les gens qui les mettent en œuvre ont le sentiment qu'ils font pour le mieux, pour que tout le monde ait le maximum de services. Les travaux d'un certain nombre de mes collègues, dont Yves Rebaud, sont bien connus maintenant sur les équipements de loisirs, où l'étude a montré que les équipements de musique, par exemple, que les villes mettent en place, sont pratiquement des équipements pour les garçons. Les équipements de sport en ville, basket, skate, etc., sont pratiquement exclusivement utilisés par les garçons. Alors, on n'interdit pas aux filles d'y aller, elles ne veulent pas y aller. Si on leur demande pourquoi est-ce que vous n'utilisez pas ces équipements, elles disent ça ne me plaît pas, j'y vais pas. Donc tout le monde est content, il n'y a pas de problème. Où est la discrimination ? La discrimination est à l'intérieur de la tête de chacun. La discrimination n'est pas le fait des hommes sur les femmes. La discrimination est le fait du système normatif social sur l'ensemble de tous les individus. Et le fait qu'une femme soit très contente d'être maquillée, d'avoir une jupe et d'être considérée comme quelqu'un qui est joli, eh bien, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une anomalie dans le système égalitaire. Ça veut dire seulement qu'elle est en cohésion avec l'ensemble des valeurs de sa société. Et si ça n'a pas d'autres conséquences, on est dans la logique différence et non pas discrimination. Mais si, par ailleurs, parce qu'elle est comme ça, elle a un travail de moins bonne qualité, elle a une rémunération moindre, elle ne peut pas se promener toute seule la nuit, elle va surtout à la sortie de l'école, elle va surtout dans les magasins, et là, ça devient problématique. Sur la politique de la ville, beaucoup de choses ont été essayées. Parce qu'évidemment, la politique de la ville, c'est une politique qui, d'emblée, se place dans la logique de la cohésion sociale, la lutte contre les discriminations, de l'intégration, etc. Donc là, pouf, on est en plein dedans. C'est la politique où
on peut avoir le sentiment que la discrimination, c'est aussi quelque chose d'important, est plus forte dans les milieux défavorisés que dans les milieux favorisés. Ça n'est pas du tout le cas. La discrimination est aussi forte dans les milieux favorisés de genre que dans les milieux défavorisés. Et être une femme très aisée et qui passe tout son temps à améliorer son apparence physique n'est pas forcément un sort meilleur que d'être une femme médiatrice qui construit des sociabilités dans un quartier d'habitat social. Le poids social de ces personnes est très différent. Même si le poids économique de l'une va effectivement dépasser celui de beaucoup d'hommes de l'autre catégorie. Donc, dans la politique de la ville, il y a pas mal d'expériences qui ont été menées autour de cette logique de cohésion sociale et d'intégration au niveau des formations, au niveau de la circulation, d'accès aux équipements de loisirs. Il y a une enquête, presque toutes les villes, tous les gens qui s'occupent de ces questions font un jour une étude pour voir comment sont utilisés les équipements sportifs ou les équipements de loisirs de tel quartier. Et quand on regarde ça, on voit que les garçons les utilisent et que les filles ne les utilisent pas, que les jeunes qui ont des aînés les utilisent plus que ceux qui n'ont pas de fratrie pour les y amener, et qu'à partir d'un certain âge, il n'y a plus de filles du tout. Et donc, on dit, mais pourquoi? Enfin, bon, il n'y a pas de raison. C'est pas seulement une question d'autorisation. On a tendance à dire, ah oui, mais c'est les filles de l'émigration parce qu'on les laisse moins sortir. Pas du tout. C'est pas plus les filles de l'émigration que les autres, c'est toutes les filles. Et donc, il y a quelque chose qui ne correspond pas à la proposition d'équipement aux activités qui sont assignées aux différents sexes. Mais ça fait rien, on continue quand même comme si on n'avait pas à traiter cette question, et comme on ne sait pas véritablement, parce qu'on n'y a pas réfléchi, produire un autre modèle d'équipement, et ben si on a de l'argent, on va en rajouter un autre équipement qui de nouveau ne sera pas égalitairement utilisé, et on pense qu'on viendra à bout du problème de cette façon, avec parfois l'alibi que, ben oui, on l'a fait l'étude, et puis qu'est-ce qu'on peut y faire, hein? Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? C'est justement sur ça que essayent de réfléchir les gens qui posent la perspective de genre sur ces questions-là. Sur les services aux personnes, beaucoup est à dire, puisque c'est à la fois quelque chose qui va être reçu par les hommes et les femmes, donc aussi par les femmes, mais c'est aussi le secteur d'emploi des femmes. Il y a 4 professions, 4 secteurs professionnels, dont 3 sont dans les services à la personne, qui couvrent 80% de l'emploi féminin. Donc ça veut dire que c'est presque toutes les femmes qui travaillent qui sont sur ces secteurs-là. Et c'est justement pas du tout un hasard si c'est les plus mauvaises conditions de travail et les salaires les plus bas. Dans un monde où il est très valorisé de s'occuper de son prochain, hein, dans un monde où la valeur morale de ce travail-là est sans cesse réitérée, hein. Et oui, mais bon, les salaires ne suivent pas. La question de la sécurité, c'est aussi une question dont vous avez vraisemblablement entendu parler, parce que ça, c'est bien. On a l'impression que ça, on va pouvoir faire quelque chose, donc il n'y a guère d'élus qui ne soient enthousiastes à l'idée de faire quelque chose pour la sécurité. Bon, beaucoup de choses peuvent être faites pour la sécurité, certainement. La violence que subissent de façon différenciée, comme vous le savez, les hommes et femmes. Je dis la violence que subissent de façon différenciée les hommes et les femmes. Entendez, beaucoup de femmes sont battues et parfois tuées par des hommes, mais la violence physique est majoritairement le fait d'hommes sur les hommes aussi, hein. La violence n'est pas une chose qui ne tomberait que sur les femmes. Ça rajoute souvent à ces questions sécuritaires une logique de victimisation des femmes. Les femmes, comme les pauvres, ne peuvent pas rester dehors la nuit toutes seules, elles sont fragiles, etc. Elles sont aussi battues et on s'inquiète de ça. Oui, c'est vrai, c'est un vrai souci et rien ne justifie qu'il y ait une appropriation d'une partie de la population sur l'autre partie, mais le fait de violence est plus large et analysé d'une façon plus différenciée que ce qu'on fait maintenant.
Je passe sur la gestion, la représentation politique qui est moins liée aux politiques urbaines, mais qui joue un rôle important. Là, regardez seulement qui occupe les mandats de l'urbanisme, qui occupe le mandat des finances, qui occupe la position dans l'agglo et qui dans la commune. Et puis, vous retrouverez évidemment cette chanson de la différenciation sexuée. On fait maintenant, j'évoque la question, parce que c'est peut-être quelque chose que vous connaissez moins, on a commencé à faire du budgeting genré, quel charabia. C'est juste regarder, essayer de regarder dans la comptabilité analytique la part du budget qui revient en fin de compte aux hommes et qui revient aux femmes. Et ben, le budgeting genré montre que nous investissons beaucoup sur la gent masculine. Je fais juste un petit arrêt sur le développement durable. Parce que, comme je me suis moquée tout à l'heure de cette logique du développement durable et des grands problèmes qu'on se pose sur la cohésion sociale et la lutte contre les discriminations, je voudrais dire que dans la dimension environnementale ou réchauffement climatique du développement durable, on devrait regarder davantage le fait que dans la gestion domestique, pas dans la gestion industrielle, mais dans la gestion domestique, qui représente quand même une part importante, la consommation de l'eau, de l'énergie, du réchauffement climatique, du chauffage, etc. Cette gestion est très souvent faite par des femmes. Dans la maison, c'est les femmes qui lavent, qui font la vaisselle, qui utilisent l'eau, qui prennent le bain des enfants, etc. C'est les femmes qui gèrent les déchets. Si une femme dit on fait le tri, la famille va faire le tri. Si la femme n'a pas envie de faire le tri, c'est bien rare que le tri se fasse. Si la femme dit on doit économiser l'énergie, il faudrait qu'on ait plutôt un poêle à granulés, parce que voilà, ça serait bien, etc. On va peut-être en avoir. La technicité peut porter certains hommes à proposer ces équipements. C'est la décision est dans l'économie domestique d'une société comme la nôtre plutôt féminine. Je veux vous dire quelques exemples, et je vais terminer là-dessus, de villes qui ont porté des politiques égalitaristes depuis assez longtemps. Et donc ici, vous en voyez un lot, puis vous voyez en bas, j'en ai rajouté tout un tas d'autres. Il y en a beaucoup d'autres, et fort heureusement, il y en a de plus en plus. Montréal est assez connu parce que a mis en place une structure de collectivité territoriale féminine en face de la collectivité territoriale élue. Et donc, il y a beaucoup de problèmes qui sont traités par cette structure-là avec un militantisme associatif très fort, ce qui fait qu'il y a une politique sécuritaire assez importante à Montréal qui a impliqué une grande partie de la population. Vous avez peut-être entendu ou vu si vous êtes allé au Canada, au Québec, mais au Canada en général, qu'il y a tout un réseau de magasins qui ont des petites affichettes qui disent si vous avez des problèmes, vous pouvez entrer dans ce magasin. Il fait partie du réseau des Women Friendly, etc. Donc, il y a tout un ensemble de petites pratiques. Les Québécois, les Canadiens, parce que là c'est très aussi, on trouve beaucoup ça dans le Canada anglophone, ont un répertoire, vous pouvez regarder leur site, ont un répertoire très détaillé de toutes les micro-actions qu'on peut mener dans la logique des bonnes pratiques pour essayer de corriger les distorsions que provoque l'inégalité de sexe. La ville de Rennes est en France certainement la ville qui a fait le plus sur ces questions et depuis le plus longtemps, alors que ça n'est pas une des plus grandes villes de France. C'est une grande ville, mais ça n'est pas une des plus grandes villes de France. Mais là aussi, ça me permet de souligner un autre élément important de ces politiques. Très souvent, et j'ai entendu qu'il y a une élue qui est en charge des questions du genre à Strasbourg dans la salle, très souvent, ces politiques sont portées par une personne ou un petit groupe de personnes. Et il faut que ces personnes soient des militantes et de l'entre-genre
essaie de se faire entendre et répète 50 000 fois la même chose et le répète à tous leurs collègues élus qui, la première fois, n'y font pas plus attention que ça, puis à force qu'elles reviennent à la charge, etc. Et donc, Rennes a bénéficié d'une militante élue régulièrement de cette trempe qui a, entre autres choses, est membre du réseau des villes européennes et qui a proposé la fameuse charte pour l'égalité, dont je ne sais pas si vous l'avez signée ici, mais il est vraisemblable en tout cas que des collectivités territoriales l'aient fait. Donc on a un militantisme qui est aussi politique et donc qui va tirer ces politiques-là, y compris dans d'autres dimensions que l'idéologique. C'est quelque chose qui est très important et qui, toutes les personnes qui ont ces mandats disent l'impossibilité qu'il y a à agir si on n'agit pas sur la totalité du champ des activités d'une commune. Le genre, c'est pas l'école, c'est pas les loisirs, c'est pas les jardins, c'est pas le travail, c'est tout. Il y a des hommes et des femmes partout. Et donc, il faut que l'adjoint aux finances ait conscience qu'il y a un problème. Il faut que l'adjoint au sport aussi. Il faut que l'élu assis en prenne conscience, à celui à l'urbanisme et celui au logement, etc. Et donc, très souvent, on donne le mandat sur l'égalité homme-femme à une femme qui doit elle-même dépasser la difficulté qu'ont les femmes à prendre place dans l'espace politique pour convaincre la totalité des autres élus. Bon, cette description un peu apocalyptique n'en est pas moins réaliste pour qui a essayé de faire l'exercice. J'ai pris le cas de Séoul, c'est très intéressant parce que alors que nous ignorons évidemment tout ce qui se passe ailleurs qu'à côté de notre porte, Séoul est la ville du monde la plus avancée en matière de politique de genre. Alors que la ville de Paris a difficilement une dizaine de personnes dans ce service, la ville de Séoul a 250 personnes dans le service à l'égalité. Donc, toutes les organisations internationales vont prendre modèle sur ce qui se fait à Séoul. Donc, regardez pour Séoul, regardez leur site. Plusieurs fois, les manifestations internationales qui concernent UN Habitat, par exemple, dans la dimension genre, ont été à Séoul, etc. Je me souviens d'une manifestation sur ces questions à laquelle j'assistais pour l'ONU et les Coréennes qui représentaient les activités qui avaient lieu à Séoul étaient précédées par une visioconférence avec le maire de Séoul, qui est un homme, et qui a fait tout un exposé sur l'importance de cette dimension dans la politique de Séoul, qui pouvait rendre vertes de jalousie toutes les autres qui étaient présentes. Vancouver, comme Montréal, a une politique assez dynamique. Je vous montrerai des photos sur des opérations qui ont été menées, qu'on retrouve en Allemagne aussi, à Berlin, mais dans d'autres villes allemandes, qui sont des opérations de construction de d'ensemble de logements sous différents modèles, mais parfois avec des appels d'offres à discrimination positive où on ne fait concourir que des femmes architectes. Et souvent, il y a beaucoup de réalisations dans le monde germanique, en Autriche, en Allemagne, de cette façon, qui sont des logements pour des femmes, pour des familles monoparentales ou différenciées, qui sont attribués de façon différenciée selon le sexe, ce qui fait qu'il y a des expériences assez intéressantes de groupes de logements qui vivent avec des espaces partagés, avec des formes de services, notamment d'aide aux enfants, pour aller à l'école, d'aide au travail, etc., qui font des formes de vie sociale assez différentes de ce qu'on connaît habituellement. Vienne, en Autriche, est une ville qui a à l'intérieur de son service d'urbanisme des militantes aussi de la dimension du genre dans les politiques urbaines, et ça a été une des premières villes à réclamer dans l'espace l'abaissement des trottoirs, les aménagements près des lieux que
des lieux, par exemple, autour des écoles, les aménagements différenciés dans les jardins publics, une chose qui a l'air d'une évidence, mais qui n'est pas une évidence partout en France, l'occupation de l'espace par les enfants. Les garçons qui jouent au foot, en France, c'est très facilement admis qu'ils ont un ballon et qu'ils jouent au foot dans le jardin public ou dans la rue ou n'importe où, enfin plutôt dans le jardin public pour ne pas se faire écraser. Et eh bien, très rapidement, tout l'espace est occupé par le groupe d'enfants, de garçons, qui jouent à ça, qui jouent au ballon. Et les autres, les adultes, les femmes, les filles, etc., se repartent sur les marges de cet espace. Eh bien, Vienne a choisi de faire des espaces fermés, des mini-stades de foot fermés dans les espaces publics pour que les garçons continuent à jouer au foot s'ils veulent, c'est très bien, c'est pour la santé, mais n'occupent pas la totalité de l'espace. Parce que si il y a une tolérance à une occupation aussi différenciée de la totalité de l'espace, pour ça, il y aura pour la plupart des autres choses. Il y a beaucoup de villes en France maintenant qui ont des équipements de ce type, mais c'est une chose qui est symbolique mais assez importante. Bon, beaucoup de villes et des pays moins où on pense moins que ces politiques s'appliquent, comme les Philippines, ou je disais pour la Corée précédemment. Il faut savoir qu'en Asie du Sud-Est, il y a une volonté politique émancipatrice assez importante. Avant de dire les derniers mots, je vais vous montrer juste 2 ou 3 images d'actions qui ont été menées. Ici, par exemple, la ville de Brest, qui a une élue à l'égalité aussi, a commencé à mener assez systématiquement, avec l'aide du milieu associatif, des opérations ici de sensibilisation contre la prostitution, mais aussi la ville de Brest, le département du Finistère a mené depuis plusieurs années une enquête systématique de la participation des femmes aux élections municipales. Donc à chaque élection municipale, l'enquête est reproduite. Elle est reproduite en ce moment pour la 3e fois pour voir comment les femmes prennent mandat. D'abord sont sur les listes, si elles renouvellent leur participation, dans quelle mesure, quelle sorte de femmes, etc. Et c'est assez intéressant aussi de regarder cette progression qui est faite ici par une association qui s'appelle qui a été amorcée par une association qui s'appelle Rien sans elle et qui maintenant est relayée par la communauté urbaine de Brest et le service préfectoral du droit des femmes. Séoul, je vous ai mis ça pour vous montrer juste par une représentation cette politique importante de la ville de Séoul. Ici, c'est Vancouver. J'ai mis cette photo qui est juste un très grand salon partagé, qui est aussi accolé à une cuisine partagée, un centre de loisirs partagé, etc., dans un groupe de logements qui est occupé uniquement par des femmes et qui s'appelle Entre nous femmes. Là, c'est le nom du groupe de logements à Vancouver, qui a mission aussi bien de l'aide pour les femmes en difficulté que la reconstruction d'une identité plus valorisée pour beaucoup de femmes. Ici, c'est un de ces aménagements, justement, je ne sais pas si vous le voyez bien, j'allais toucher mon écran, de stade de foot enfermé dans un grillage. Cet espace public là qui est photographié était auparavant un jardin public lambda qui a été longuement observé. On a fini par voir qu'il y avait un besoin pour les hommes émigrés d'un coin, notamment où ils jouaient à des jeux de cartes, d'échecs, etc. Enfin, des jeux de ce type-là. Donc, on a aménagé ça pour une partie de cet espace. Évidemment, les femmes se retrouver entre elles et au lieu qu'elles aient juste la marge du jardin, on a aménagé une partie assez importante du jardin qui est devenue le lieu de convivialité des femmes. Alors, ça continue à être divisé, ça n'a pas mélangé les genres, mais chacun a un espace. Les enfants, les garçons peuvent encore jouer au ballon, mais sans que le ballon aille prendre toute la place. C'est la charte européenne pour l'égalité dont j'ai parlé tout à l'heure. J'aime bien
cette photo. C'est dans une association parisienne qui a monté un ensemble d'activités autour de femmes et villes depuis plusieurs années et qui a fait toutes sortes de choses pendant l'année, des ateliers, des spectacles, des ateliers d'écriture, des expositions, etc. Et puis qui, à différents moments dans le déroulement de la ville, a montré que dans la ville, il pourrait bien y avoir aussi des choses. Donc elles ont repeint pour quelques jours les pistes cyclables et elles avaient aussi une très jolie autre manifestation. Elles ont fabriqué des mini-jardins qu'on peut tirer comme un caddie. Et donc elles ont dit, embellissons la ville, notamment dans les parking days, embellissons la ville avec les outils qui peuvent être ceux des femmes.